Venise, 1755. Les rives de la mer Adriatique. La ville se loge dans le creux de la jambe italienne, dentelée d'une centaine d'îles, traversées par les eaux. Quand la nuit tombe, elle se dérobe au regard. Elle se voile d'un brouillard laiteux, percé par des gondoles au long nez qui glissent en silence. Au loin, le son des rues encombrées par la fête, les bousculades et les rires gras. La musique s'échappe des palais où se donnent des bals. C'est le carnaval. On vient de toute l'Europe pour y participer et surtout pour s'adonner aux plaisirs les plus fous. Car ici, à cette heure, le monde est à l'envers. Les pauvres se travestissent en notables, les notables en gueux. Les femmes se cachent sous les habits de l'homme, les hommes se fardent comme des femmes outrancières, les putains se déguisent en bourgeoises, les bourgeoises se donnent comme des putains. Tout est permis. Tout est permis car tout le monde porte un masque. L'anonymat permet d'assouvir les rêves, les obsessions, les vices. Même les nonnes s'échappent des couvents, empressées de commettre le doux péché de la luxure. Il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura pas de procès, tout est permis. Podcast Story. Une silhouette se découpe sur le profil de la gondole glissant dans le brouillard. Elle s'arrête et l'ombre saute à terre dans un froissement d'étoffe. Un grand jeune homme au nez busqué. Il porte une perruque blanche, mise en pli, ceinte par un ruban, en catogan, une redingote chamarrée. Ses mollets sont couverts de collants, ses pieds rehaussés de talons. Il avance discrètement vers un palais qui semble abandonné. Mais à son porche, une lumière brille. Une femme. Elle porte une lanterne. Elle est enfouie sous une lourde cape et son visage se devine à peine sous sa capuche. Ses traits sont cachés derrière un masque. Sans un mot, comme s'il s'agissait d'un rituel, l'homme suit la femme à l'intérieur. Il traverse un long couloir avant d'atteindre une pièce réchauffée de bougies. La créature sans visage fait glisser le cordon de la cape qui tombe au sol. Elle est entièrement nue. Elle s'allonge. Elle écarte les jambes. Elle semble appeler son visiteur. Il la contemple, il n'est pas pressé. Il savoure l'illicite de cette mise en scène qui aiguise son désir. Il pense aux délices qu'il s'apprête à goûter de l'être allongé là, offert. Il pense à l'œil voyeur, face à lui, à peine perceptible derrière le trou de la tenture. L'œil de l'amant de Maria. Cette nonne qui s'est échappée du couvent pour une nuit, cette nonne qui lui offre son corps, sa maîtresse, à lui, Casanova. Giacomo Girolamo Casanova. Personne ne s'intéresse à lui. Il provoque même un certain dégoût, et quand il entre dans une pièce, on détourne le regard. C'est un enfant malade. Il saigne du nez, il est maigre, et on ne voit de lui justement que ce nez busqué et imposant. On dit qu'il est débile. Sa mère, c'est autre chose. Elle est comédienne. Elle aime les costumes extravagants, les fêtes folles, les feux de la rampe, les voyages. C'est une artiste, aux moyens modestes, certes, mais elle rêve. Elle est attirée par tout ce qui brille, par la lumière. Elle délaisse d'abord cet enfant mal assorti à ses désirs de gloire. Elle tente de l'oublier, de ne pas y faire attention, mais décidément, avec son air lugubre, il la gêne. Elle l'abandonne. Elle le confie à sa mère. De toute façon, on ne fera rien de ce petit encombrant. Le sort de Giacomo est jeté, sans ménagement. Il est trimballé d'une femme à une autre. La première est dure, impitoyable, mais il gagne au change, car la seconde est aimante. La grand-mère croit en la magie, aux forces occultes. Elle se soucie de ce petit-fils fragile et l'emmène voir une sorcière. Giacomo est impressionné. Il n'a jamais vu de sorcière. Il pense aux contes que sa grand-mère lui lit le soir, des histoires aussi effrayantes qu'excitantes, un monde féerique. Et le voici, l'enfant chétif au cœur d'une aventure, comme le héros d'un livre. La sorcière se livre à un curieux rituel. Elle le fait entrer dans un coffre. Elle prononce de mystérieuses incantations et lui fait une promesse. Quand il sortira de cette boîte, il sera guéri et il accomplira de grandes choses. Elle lui annonce encore que dans la nuit, une mystérieuse femme va lui rendre visite, comme une bonne fée qui veillera sur lui. Mais il ne doit bien sûr en parler à personne.
L'enchantement onirique se mêle à la crédulité enfantine et à l'amour que Giacomo porte à sa grand-mère. Il veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour lui plaire. Il se persuade. Il fait de cette prédication une volonté inaltérable. Il ne sera plus malade. Il sera le personnage le plus extraordinaire que l'Italie et même le monde aura jamais connu. Il fera fortune et deviendra célèbre. De quoi aussi se venger de cette mère négligente et cruelle. Cette nuit, chez la vieille sorcière, est un moment décisif. Le petit Giacomo Girolamo Casanova renaît. Et maintenant, il va dédier sa vie à ce nouvel objectif, briller, d'une manière ou d'une autre. La grand-mère vieillit. Le père de Giacomo est mort, sa mère est absente. Il faut préparer l'avenir de cet enfant, lui trouver une position. Le jeune Casanova entreprend des études. Lui qu'on pensait débile. Déjà, il n'est plus malade et il se trouve qu'il aime lire, apprendre. Oui, car il s'aperçoit vite que les bonnes notes permettent d'attirer l'attention. Il brille en classe et surtout dans les yeux attendris de sa grand-mère bien-aimée. Le petit garçon abandonné par sa génitrice recherche l'approbation. Son ego est blessé et il trouve un réconfort dans le regard des autres. Alors, eh bien, il deviendra bon élève. On l'envoie en pension à l'université de Padoue où il fait des études complètes avec au programme mathématiques, chimie, philosophie et droit. Ça marche, il obtient ses diplômes. Et que faire maintenant ? Prêtre ? À l'époque, c'est un job qui demande de l'instruction, une position sûre, une forme de réussite sociale à sa portée. Pourquoi pas ? Pourtant, comme tout jeune homme, Giacomo connaît à ce moment ses premiers émois. Il découvre les caresses avec une jeune fille, Bettine, une expérience troublante. Il aime particulièrement se retrouver au centre d'une attention féminine. Comme un baume qui panserait sa plaie, la tendresse de cette mère qui lui fut refusée. Mais pour le moment, il vit sous la tutelle de sa grand-mère et un peu pour lui plaire, un peu parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre, il retourne à Venise et commence une carrière ecclésiastique. Il suit le parcours pour devenir prêtre. Il reçoit la tonsure et fait ses premiers pas comme apprenti abbé. Mais il garde au cœur et au corps le souvenir des caresses de Bettine. Malgré sa tentative de bonne conduite, il ne peut nier sa vraie nature. Il a soif de ce que l'Église lui interdit, le plaisir. Il se met à fréquenter un groupe de canailles. Il sort, fait la connaissance de plusieurs jeunes femmes, parmi lesquelles Nanette et Marton. 2 sœurs en compagnie desquelles Casanova perd définitivement sa virginité. Sa première nuit d'amour est donc une partie à 3. Quelques jours auparavant, les sœurs évoquent en riant devant le jeune homme les jeux incestueux qu'elles pratiquent ensemble. Dans le noir, elles jouent au mari et à la femme, ou encore à la dévote et au curé. Elles se moquent de lui, qui ne connaît pas l'amour entre 2 filles. En pleine adolescence, Giacomo est piqué par la curiosité, étourdi d'excitation par ses demi-promesses aussi. Ils ont convenu d'un rendez-vous et une nuit, discrètement, ils se glissent dans leur chambre. La pièce est plongée dans une profonde obscurité. Nanette et Marton portent de larges et longues chemises. Le jeune homme s'allonge entre elles. Tout le monde feint de dormir. Giacomo caresse les jeunes filles qui jouent malicieusement l'inconscience, et l'une après l'autre, il les prend. L'amusement dure plusieurs mois. Un monde s'ouvre à lui. Hors du temps, des conséquences ou du jugement, il lui semble voler des délices couverts par l'obscurité de la nuit. Et petit à petit, l'activité diurne perd de son sens. Pris dans une dualité jouant son rôle de libertin la nuit et celui de prêtre le jour, Giacomo finit par ne plus distinguer les limites de ces 2 emplois diamétralement opposés. Au lendemain d'une nouvelle soirée d'excès, il se rend à l'église. Mais alors qu'il s'adresse à ses ouailles, qui attendent ses paroles sacrées pour se sentir touchés par la grâce, il prononce un sermon sans aucune logique ni tenue. Il est complètement ivre. Pour un abbé, même jeune, c'est un scandale sans précédent, un blasphème. Le jeune Casanova se découvre peut-être ce jour-là un goût pour le jeu. Par ce véritable coup de théâtre, il se ménage une sortie éclatante du droit chemin. Il emprunte la voie du péché et le manifeste publiquement dans une église, autrement dit,
dans le temple de Dieu. Il ne sera pas dévot. Il s'est choisi un tout autre destin. Naturellement, il doit renoncer à sa place de prédicateur, mais tente encore de poursuivre sa carrière dans l'Église. La position reste confortable et à vrai dire, il n'a pas d'autre option. Pourtant, le ver est dans le fruit, et Casanova se taille vite une réputation de mauvais garçon. L'ancien étudiant pieux et studieux commence à exercer son véritable talent, séduire les femmes. En dépit de ce premier scandale, et peut-être grâce à lui, la chance sourit au jeune Casanova. Il est recueilli en qualité d'abbé par un riche et célèbre sénateur qui l'établit dans sa demeure, un des plus beaux palais de Venise. Giacomo y mène la belle vie. Moins de travail, moins de surveillance et de surcroît, de ravissantes personnes. Comme Thérèse, qu'il trouve jolie, bizarre et coquette. La belle a 17 ans, son amant 76. Oui, car elle est la maîtresse du sénateur, l'hôte de Giacomo. Selon les règles élémentaires de savoir-vivre, Thérèse est un fruit défendu. Défendu, donc désirable. Et le port de la soutane ajoute certainement du piment à l'affaire. Le jeune homme s'en donne à cœur joie. Il se fait prendre en plein ébat. Il est viré et, selon la légende, à coups de bâton. De péripétie en péripétie, Casanova s'enhardit. Tombé en disgrâce après avoir trahi son protecteur, il part à Rome. Il monte en grade puisqu'il entre au service d'un cardinal ambassadeur d'Espagne. Ce dernier prend soin de lui et le loge. Il est introduit dans la haute société. Il est même présenté au pape, qui semble l'apprécier. Tout porte à croire que Casanova va réussir une brillante carrière de prélat. Mais sa passion pour le sexe féminin est plus vive que son ambition. Il trempe dans une sombre affaire, il enlève la fille de son professeur de français et la cache dans le palais du sénateur. Quand ce nouveau scandale éclate, il est à Rome, le pape est aux premières loges. Casanova est condamné à se défaire de la soutane, viré de l'église. Il ne sera pas prêtre. Il ne fera pas fortune en tant que prélat. Au lieu de cela, il va vivre une vie hasardeuse, certes, mais passionnante. Il doit quitter Rome au plus vite. Il s'engage dans l'armée et entreprend des voyages qui le mènent jusqu'à Constantinople. Il a tout juste 18 ans. Il a déjà eu plusieurs déboires et plusieurs succès, plusieurs emplois, plusieurs maîtresses, et pour lui, l'aventure ne fait que commencer. Casanova revient à Venise. Il est très attaché à cette ville, et il y retournera toujours, comme dans un port retenant son ancre. Cette fois, il endosse un costume qui lui sied à merveille, celui du séducteur. Il crée un personnage suffisamment extravagant pour susciter l'attention et le désir. Giacomo Casanova est très grand, 1,90 m. Il a un corps musclé de jeune homme, mais on ne dit pas de lui qu'il est beau. Il est séduisant, captivant. Des atouts qui l'exacerbent comme tout bon comédien. Il prend 1 heure chaque jour pour se maquiller. Il met des crèmes au jasmin, il se poudre, il porte des perruques et surtout, il fait grand usage de chemises à dentelle et de redingotes aux couleurs vives et aux tissus somptueux. Pour charmer, il met tout en œuvre, comme un métier, un sacerdoce auquel il s'adonne corps et âme, nuit et jour. Il veut plaire, aux femmes, mais aussi à la société. Car Casanova est un enfant de comédien, sans fortune et sans métier. Et cette origine modeste, il veut l'effacer. D'ailleurs, de retour à Venise, sans un sou en poche et sans position, il est contraint d'endosser le costume de violoniste. À cette époque, ce n'est pas prestigieux. C'est un métier plus bas que celui de comédien. Il dit avec aigreur qu'il est un racleur de violon. Casanova se lie rapidement avec les canailles du milieu et découvre une nouvelle distraction, le jeu. Il fait encore parler de lui et craint l'inquisition des doges de la ville. Il préfère s'éloigner. Il va au nord de l'Italie, en Suisse, jusqu'en France, où il reste 2 ans et s'invente un nouveau rôle, celui de franc-maçon. Casanova aime appartenir à cette confrérie secrète, car il a pris de sa grand-mère le goût des sciences occultes. Puis, il part en Allemagne, dans l'ancienne Bohême, aujourd'hui République tchèque, et en Autriche. Il fait le tour de l'Europe, des cours les plus prestigieuses, des grands esprits, des femmes aussi, bien sûr.
Entreprendre un tel voyage à cette époque, pour un homme sans position sociale ni financière, relève d'un certain talent. On dirait aujourd'hui de Casanova qu'il est un adepte du pouvoir du oui. Ça existe. Le pouvoir du oui consiste à accepter toutes les propositions que l'on vous fait sans se poser trop de questions. Un jeu entre soi et le hasard, vivre le moment présent. Casanova est un peu un avant-gardiste de cette philosophie New Age. En tout cas, c'est un aventurier, un vrai. Et ce tour de l'Europe, il le fera même plusieurs fois dans sa vie. Mais une force le ramène inexorablement à sa ville de naissance, comme une femme qui lui tendrait les bras, comme une catin peut-être, car la cité flottante tient une place dans la galerie amoureuse du séducteur. Venise se donne à lui d'une façon indécente et libre. Sur la lagune, où règne une atmosphère particulièrement licencieuse, Giacomo vit une des aventures les plus torrides racontées dans ses mémoires. Une histoire qui commençait pourtant comme une innocente comédie romantique. Au cours d'un bal masqué, il rencontre Caterina, la fille d'une riche famille vénitienne. Elle est très jeune, pure, et il s'éprend d'elle au point de vouloir l'épouser. Mais le père a vent de sa réputation, et la pauvre Caterina est enfermée par précaution dans un couvent. Au désespoir, Giacomo fait la route jusqu'à l'établissement. Il veut au moins apercevoir le visage adoré. Ses tentatives sont vaines. Mais une fois encore, les coups du sort se transforment pour Giacomo en trésor. En effet, il est repéré par une belle religieuse, Marina. Intriguée par ce personnage déjà connu des Vénitiens, elle veut savoir s'il est à la hauteur de sa notoriété. Elle l'attire dans la garçonnière de son amant. Car on est à Venise et toute religieuse qu'elle est, Marina est libertine. Dans cette alcôve, Casanova et la nonne goûtent à des plaisirs interdits, à l'abri des regards, excepté celui de l'amant même de Marina. Le plaisir de cet homme est de jouir dans l'ombre. C'est un voyeur. Par un trou dissimulé dans une des tapisseries, il observe sa maîtresse avec un autre homme. Casanova est au courant de la ruse, et ce n'est pas pour lui déplaire. Il raconte que l'homme s'est joint quelquefois à leur jeu. Une issue heureuse à des amours malheureuses, car sa dulcinée est toujours enfermée dans ce méchant couvent. Eh bien, selon les dires de Giacomo, Caterina, apprenant l'affaire, s'évade à son tour et les rejoint pour une partie à trois d'anthologie. La joie de Casanova est à son comble. Il est à la fois en terre inconnue et conquis. Il observe stupéfait l'ardeur des caresses que les deux femmes, Caterina et Marina, se prodiguent. Il découvre l'amour saphique et s'enchante de cette découverte comme un enfant le ferait d'un dessert. De quoi fortifier sa devise ? La fortune sourit à ceux qui la chérissent. Mais la fortune peut aussi mettre le Vénitien à rude épreuve, car il se fait arrêter par l'Inquisition, accusé de se livrer à des pratiques libertines. Casanova est incarcéré dans la prison dite des Plombs, au dernier étage du Palais des Doges. Le lieu est réputé pour être extrêmement chaud l'été et froid l'hiver. Le séducteur, attaché à son allure soignée, est humilié et terrorisé dans sa cellule infestée par les rats. Dans son cachot, enfermé près d'1 an, Casanova est privé de plaisir. S'il accepte les ballottements du hasard, il ne peut tolérer d'être coupé de la volupté. Il met tout en œuvre pour sortir de ce sordide endroit et réussit une évasion rocambolesque. Escaladant les murs de la prison grâce à ses chemises en dentelle qu'il utilise en guise de corde. Une aventure sans précédent qu'il racontera avec emphase dans toutes les cours d'Europe, ce qui participera encore à son charme et lui permettra encore de faire de nouvelles conquêtes. Casanova a bel et bien existé, pourtant il incarne un fantasme. À son évocation, on pense à une figure flatteuse, le gai séducteur, l'homme insatiable qui collectionne les aventures, un personnage flamboyant aux aventures enviables. La réalité est bien plus nuancée. L'histoire de sa vie est un témoignage des mœurs du XVIIIe siècle en Europe. Des mœurs qui choqueraient aujourd'hui. Car le Vénitien a parfois commis des actes pour le moins répréhensibles. Ainsi, dans ses mémoires, il fait un récit troublant qu'on qualifierait aujourd'hui de viol. La scène se passe dans une calèche. Face à lui, une ravissante fermière tout juste mariée. Alors qu'un orage se déchaîne, les chevaux se braquent et la jeune passagère est projetée au sol.
Casanova tombe sur elle en prétextant vouloir rattraper son manteau. La femme proteste et se débat, mais Giacomo abuse d'elle. En arrivant à destination, la victime court s'enfermer dans sa chambre après lui avoir dit qu'il venait de la rendre malheureuse pour toute sa vie. Casanova conte ce récit avec amusement, sans exprimer le moindre regret. Pourtant, ce n'est pas l'image d'un criminel qu'il laisse à la postérité. Cet épisode condamnable semble noyé dans un flot plus léger, plus joyeux. Le Vénitien est peut-être excusé par ses admirateurs, et ils sont nombreux, en raison du contexte, une autre époque. En tout cas, le libertin fait exulter le corps. Il laisse le champ libre à toute forme d'expérimentation. Chez lui, la liberté sexuelle n'a pas de limite. Comme si ce terme de liberté ne méritait son nom qu'affranchi de toute forme de morale et de toute règle. Le séducteur fait en outre l'apologie de ce qu'on taxerait aujourd'hui de pédophilie. Dans son temps, on dirait simplement qu'il aime les jeunes filles. Toujours est-il qu'il s'agit de rapports avec des filles prépubères qu'il décrit avec dévotion. Casanova va plus loin. Il nargue les lois les plus élémentaires de la nature en commettant l'ultime interdit, l'inceste. Il raconte avoir eu un enfant avec une de ses nombreuses conquêtes. Or, un jour, celle-ci le laisse seul avec leur fille en lui recommandant de ne pas commettre le crime. Mais le libertin raconte avec quelle facilité lui et son enfant s'abandonnent à ce crime qu'il trouve des plus innocents et des plus naturels. Pour comble de l'horreur, des suites de cette étreinte, sa fille aurait eu un enfant de lui. L'aventurier s'amuse-t-il de la bienséance ? Un tel épisode a-t-il véritablement eu lieu ? A-t-il eu un enfant avec sa propre fille ? La preuve n'existe pas. Mais ce récit est l'expression de son désir qui lui est bien réel. C'est aussi ça, Casanova. Une liberté sans bornes et parfois monstrueuse. Casanova, l'aventurier aux multiples costumes, n'est pas recommandable dans toutes les circonstances. Quand le besoin s'en fait sentir, il peut user de son emprise sur les femmes pour les arnaquer. Le séducteur se lance ainsi dans une escroquerie cocasse où, pour parvenir à ses fins, alors que lui-même se trouve dans sa trentaine, il devient l'amant d'une femme de 70 ans. Quand il séjourne en France, à Paris, Giacomo est invité dans un somptueux hôtel particulier. Il y fait la connaissance de la marquise d'Urfé, une dame âgée et très riche. Une double particularité qui fait en général le bonheur de tout bandit qui se respecte. Et Casanova est de cette trempe. Son travail régulier est de trouver des protecteurs. Une personne qui entretienne son train de vie extravagant, ses voyages, ses beaux vêtements, car il n'entend pas survivre, il veut vivre. Il veut s'inviter à la table des grands, paraître, flamber. La marquise est veuve, réputée folle, férue de sciences occultes. Elle aime la magie ? Casanova va se faire magicien. Par chance, cet emploi ne lui demande aucune formation, mais juste de faire preuve d'imagination et de ruse. Il dîne chaque soir avec elle, se vantant de ses pouvoirs. Bluffée, le croyant maître des grands secrets de l'alchimie, elle lui dévoile ses fantasmes. Madame d'Urfé veut se réincarner. Elle veut renaître dans un corps d'homme. Le Vénitien imagine une formule faisant intervenir le concours d'un alignement savant de planètes, ainsi qu'un rituel. Et quel rituel ? À une date bien précise, il doit féconder une vierge, de laquelle naîtra un enfant que la marquise devra garder 7 jours dans son lit. À ce terme, il doit lui-même féconder la septuagénaire. Enfin, elle boira un poison et collera ses lèvres sur celles du nourrisson, et le transfert de l'âme s'effectuera quand la pauvre folle rendra son dernier souffle. L'aventurier fait durer la préparation pour profiter le plus longtemps possible des faveurs financières de la marquise. Et de plus, il a quand même quelques scrupules. Il diffère sans cesse la date fatidique. Mais il faut bien contenter la marquise. Il est finalement contraint d'exécuter sa propre mascarade. Il se met au lit avec la dame âgée. Pour l'aider à susciter l'ardeur nécessaire à la tâche en guise de vierge, il fait intervenir une belle prostituée, Marceline. La duperie ne va pas jusqu'au meurtre, car Casanova garde une certaine limite. Il finit par se faire dénoncer et se brouille avec la marquise. La mascarade aura duré 6 années. Assez longtemps pour subtiliser à Madame d'Urfé une somme d'argent pharaonique. Pourtant, le bourreau de ces dames a un cœur qui se brise quelquefois. De toutes ses conquêtes,
Il en est une qui se distingue. Elle représente son double féminin, la compagne idéale, la seule pour qui Casanova éprouve des sentiments profonds, son grand amour, Henriette. En effet, la Française lui ressemble sur bien des points. Elle use de ruses et de noms d'emprunt comme lui. Elle se déguise comme lui, elle prend la fuite comme lui. Henriette est une âme sœur, pour son plus grand malheur. Il la rencontre en Italie à l'occasion d'un voyage en calèche. Elle est belle, un peu plus âgée que lui. Elle se déplace seule, sans la protection d'un mari ou d'une personne de sa famille, ce qui est extraordinaire à cette époque pour une femme de son rang. Et pour définitivement capter l'attention du Vénitien, elle porte une tenue d'officier. Une aventurière, comme lui. Elle l'intrigue immédiatement, il l'admire. Casanova la suit quelques mois dans sa cavale et s'installe à Parme avec elle. Il vit peut-être les jours les plus doux de son existence. Il voudrait que le temps s'arrête. Lui, qui a recherché l'extase chez tant de femmes, il se sent enfin conquis et satisfait. Mais la romance ne dure pas. Henriette est reconnue par une personne de sa famille. Elle est sommée de rentrer en France afin de s'établir avec un respectable époux. Giacomo se réveille un matin. Elle est partie. Le séducteur est brisé, inconsolable. Il lève un visage rempli de larmes vers la fenêtre de leur chambre pour apercevoir au loin cette calèche qui l'emporte loin de lui. Mais il n'y a que la neige qui tapisse l'horizon d'un manteau blanc. C'est ainsi qu'il découvre son mot d'adieu. Sa bien-aimée l'a gravé sur la vitre, à la pointe d'un diamant. Tu oublieras aussi Henriette. Un amour malheureux, oui, mais sublime. Il recroise plusieurs fois le chemin de la belle, qui s'amuse à entretenir son souvenir passionné. Le soignant dans un hôpital, à son insu ou couchant avec sa propre maîtresse. Elle fait des apparitions déguisées, s'arrangeant pour que son amant ne la reconnaisse que lorsqu'elle est déjà partie. Amour inachevé, amour parfait. Giacomo Casanova, le séducteur invétéré, l'amant par excellence. Il ne possède pas la beauté, mais il charme par son assurance et la légèreté avec laquelle il entreprend la vie, comme une aventure fabuleuse. Les princes et les femmes l'aiment car il fait rêver. C'est un amuseur, un remède à la mélancolie, une farce peut-être parfois. Mais une belle farce qui vaut qu'on l'entretienne et qu'on se laisse duper. Finalement, on jouit autant de lui qu'il jouit des autres. Le troc est honnête. Les femmes sont les maîtresses de son bonheur. Elles occupent ses pensées et créent son émerveillement, son amour de la vie et du monde. C'est pour leur plaire qu'il veut disposer d'une fortune. C'est pour les fasciner qu'il provoque des aventures dont il se vante par de savoureux récits. Dans le cœur de cet arlequin des plaisirs, la ville de Venise elle-même tient une place. Elle symbolise la femme insatiable et lubrique qui se dissimule sous un masque, ses couleurs chatoyantes, ses balles. Il y a la mère cruelle qui l'abandonne et qui crée le besoin des femmes. Il y a la grand-mère aimante qui le soigne et cette vieille sorcière qui le fait renaître au cours d'une nuit magique. Puis, toutes les autres qui vont ponctuer son existence d'épisodes singuliers. Car ce qui se dégage des récits du Vénitien, c'est le caractère unique de chacune de ses conquêtes. À une époque où la femme est considérée comme la propriété de l'homme, Casanova la traite finalement comme son égale. Car elle a le droit au plaisir, le droit de jouir, tout comme lui, tout comme un homme. On n'osera pas le terme de féminisme, car certains épisodes de sa carrière de séducteur sont troubles, mais on peut parler de modernité, de respect et d'admiration pour le sexe opposé. 122. C'est le chiffre impressionnant de ses conquêtes et l'histoire de sa vie peut être lue comme l'hommage sincère qu'il leur rend. À Londres, Casanova vit peut-être sa dernière véritable aventure, celle qui marque en lui la fin, sinon la mort du séducteur. Il ne se remettra jamais tout à fait de cet épisode, de cet amour. Car, à son tour, il est victime d'une femme, celle que l'on nomme la Charpillon. Une cocotte, une prostituée. Jeune courtisane de 17 ans, elle affiche sa beauté dans les bals et les parties de campagne. Elle aguiche la noblesse qui la prend même dans les fourrés pour quelques guinées. Casanova le sait. Sa réputation la précède, son métier est de notoriété publique. Pourtant, quand il lui demande ses faveurs,
Contre toute attente au vu de sa profession, elle refuse. Pour lui, elle n'est pas à vendre. Il doit lui faire la cour, se comporter avec elle comme un fiancé. Casanova est piqué au vif. Il tente tout pour plaire à cette jeune femme. Il la couvre d'attention et de présents. Il en vient à supplier son affection. Mais elle ne se donnera jamais à lui. Savoir qu'elle s'offre à tous, sauf à lui, est une torture pour son orgueil. Lui, qui a recherché toute sa vie l'approbation des autres, et celle des femmes surtout. Il a dédié sa vie à combler le manque, le vide laissé par celle qu'il a abandonnée très jeune. Et il a réussi. Il s'est fait aimer des femmes. De toutes les femmes, sauf une, la Charpillon. Il est humilié. Il approche de la soixantaine. Son habit d'aventurier volage ne lui sied plus autant. Il perd cette confiance qui l'a fait entrer dans les plus prestigieuses cours d'Europe, dans les lits des princesses et des marquises. Cet épisode marque la fin d'un rêve, une longue course à l'apparence. Il maudit cette jeune femme cruelle. Et sa blessure est si grande qu'elle le mène à envisager le suicide. Il ne passe pas à l'acte, mais le séducteur a joué sa dernière carte. Il tire sa révérence. Il quitte la scène. 1785. À 60 ans, le passé tumultueux de Casanova le rattrape. Les nuits blanches, les voyages, la prison et les fuites répétées l'ont marqué. Quant aux femmes, plusieurs épisodes de variole lui ont laissé des cicatrices. Il ne plaît plus aux demoiselles. Il se sent vieux. L'aventurier flamboyant prend sa retraite. Il est à Vienne, en tant que secrétaire de l'ambassadeur de Venise, quand il fait la rencontre d'un frère franc-maçon qui lui offre un poste de bibliothécaire. À lui, l'aventurier, le séducteur a caché le savant. Pourtant, il a fait des études. Il lit depuis sa plus tendre enfance et se passionne pour les grands esprits, les idées. Il accepte l'offre et s'installe dans un château en Bohême. Il prend la plume et écrit un premier roman fantastique et philosophique. C'est un échec cuisant. Son monde se rétrécit. Il est maussade et son caractère se dégrade. Il devient capricieux et fait des scènes. Il exige de manger des macaronis à chaque repas. Le grand Casanova, le héros qui s'était échappé de prison, le séducteur aux 122 femmes, est devenu la risée de tous. À l'orée de la Révolution, il représente un vieux monde de préciosité et de désuétude. Il se sent inutile. Il est si déprimé que son médecin lui recommande d'écrire ses aventures qui sont si amusantes, comme une thérapie. L'idée lui plaît. Il s'y attelle. Il fait le récit de son existence en 3700 pages. Il l'intitule tout simplement « Histoire de ma vie ». Casanova revoit sa mère, sa grand-mère, la sorcière et Venise, le théâtre de son existence mouvementée, de ses plaisirs charnels. Il invoque Bétine, Nanette et Marton, Katrina, Marina, Henriette, la marquise d'Urfé, Marceline, la Charpillon, et tant d'autres. Il lui semble sentir à nouveau les peaux et les odeurs, l'ardeur et la tendresse. Elle visite sa chambre de vieillard. Elle le sauve à nouveau. 122 femmes. Lui, dont on pensait qu'il était si laid qu'on ne ferait rien de lui. Il a tout de même séduit 122 femmes. Il est devenu le plus grand séducteur de l'Europe, du monde peut-être. Finalement, c'est à lui-même qu'il conte son histoire, comme une berceuse qui le rassure. Est-ce qu'il ment? Ici et là, forcément. Il fait de sa vie un roman, l'expression d'un fantasme. Certains faits sont avérés, d'autres restent obscurs. Son récit, c'est du moins ainsi qu'il a rêvé son existence. Il l'a voulu farder de panache et entièrement dédié à plaire à l'autre sexe. Casanova est-il Don Juan? Les deux patronymes sont si ancrés dans la culture populaire qu'ils s'utilisent comme des noms communs pour définir un séducteur. D'ailleurs, on les confond. Mais Don Juan est un personnage fictif rendu célèbre par Molière et par d'autres auteurs. Casanova, lui, a bel et bien existé. À l'inverse de Don Juan, il est l'auteur du roman de sa propre existence. Mais d'une certaine manière, on peut considérer Casanova par Casanova lui-même comme un personnage fictif. De quoi brouiller les pistes. C'est sur leur rapport aux femmes que ces deux-là semblent faire la paire. Le nombre de leurs conquêtes, leur libertinage, leur vie libre et sans attache, leur pied de nez à la société. En réalité, Don Juan est une figure négative,
C'est un séducteur sans scrupules, sans code d'honneur, sans morale. Il s'oppose à toute forme de contrainte religieuse, morale ou sociale. Il ignore l'autre, ce qui fait de ses conquêtes des victimes. L'ancêtre du pervers narcissique. Il est égoïste, cynique et destructeur. Il collectionne les femmes comme des objets pour sa seule satisfaction, sans jamais se soucier ni des conséquences, ni de leurs états d'âme. Casanova a une approche qui semble opposée. C'est un amoureux de l'amour. Il ne veut pas s'attacher, mais en revanche, il s'éprend de ses conquêtes. Il les vénère. Contrairement à son rival littéraire, il se soucie de leur sort et va même jusqu'à venir au secours de certaines de ses maîtresses. Pour lui, la jouissance et l'amour sont indissociables. Le plaisir est léger et joyeux. Avec ses partenaires, la notion de partage est très présente. Il raconte par exemple qu'il ne peut consommer une relation avec une femme dont il ne parle pas la langue. Il jouit de la jouissance de l'autre. En somme, la différence entre ces deux personnages est que Don Juan utilise les femmes pour son plaisir et Casanova veut leur donner du plaisir. Giacomo Girolamo Casanova meurt en juin 1798, à l'âge de 73 ans. Seul, dans son château de Bohême, déjà oublié d'un monde en mutation qui s'apprête à connaître les bouleversements de la Révolution. Il est enterré à la hâte dans le cimetière de la petite église d'un village voisin. Certains pensent qu'avant sa mort, Giacomo a pu regagner Venise. Nul ne le sait. En tous les cas, l'esprit de cet aventurier, qui renvoie à une part fantasmée et comme juvénile de nous-mêmes, ne meurt pas. 122 femmes. Au travers de cette centaine de prénoms et d'épisodes détaillés, si une figure devait se détacher de toutes, une seule maîtresse, ce serait la fortune, la chance, la déesse aux yeux bandés à qui le Vénitien a dédié toute sa vie. C'est peut-être justement sa dévotion au hasard qui séduit toujours et qui séduira longtemps. Dans l'au-delà, son âme facétieuse trouble encore. La légende veut qu'une grande croix en fer ait été placée sur sa tombe. Les années sont passées, les siècles. Le temps a fait son œuvre et lentement, la croix s'est décellée de son socle. Elle a disparu dans la terre. Les herbes l'ont recouverte. Mais aux nuits les plus sombres, quand dans ce cimetière, de belles veuves éplorées ou des jeunes filles viennent se recueillir pieusement sur une tombe, on raconte que les rebords de la croix qui émergent encore des hautes herbes agrippent les jupes des dévotes, les déchirent et laissent entrevoir un instant comme un éclair leurs jambes, avant qu'elles ne s'enfuient en courant, terrifiées. Même pour un Casanova d'outre-tombe, le jeu encore et le plaisir. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.